Mais tous ceux qui travaillent le cuir, c'est un enjeu primordial, on va dire, c'est la gestion du déchet. En mettre notre boulot à l'endroit où on veut vivre. On fait attention à ce que le client soit très satisfait dans la finition du produit, la qualité du produit, qu'il le trouve beau, et que les gens qui travaillent avec nous disent « Ok, je suis très content de travailler pour cette marque ». Bonjour Damien. Bonjour. Merci beaucoup d'être venu dans cette interview. Aujourd'hui, on va parler de la marque Hero qui vient du coup s'implanter à Bordeaux. L'idée, ça sera vraiment de retracer un peu l'histoire de la marque. Je vais commencer déjà par essayer d'en savoir un peu plus sur toi. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours, de tes débuts jusqu'à du coup au lancement de ce projet? Je sais que tu es l'un des cofondateurs notamment. Alors oui, merci d'abord de m'inviter, c'est avec plaisir que je viens ici. Alors, je m'appelle Damien Devoucou. Pour retracer mon parcours, en fait, je suis le fils de Jean-Michel Devoucou. C'est un sellier qui est assez réputé dans le monde de l'équitation, qui a monté une marque qui elle est reconnue mondialement, qu'il a vendue il y a quelques années. Mais bon voilà, je suis fils de sellier, fils de Jean-Michel. Je n'étais pas prédestiné à faire de la maroquinerie et la sellerie. En tout cas, j'ai pas du tout eu cette ambition quand j'étais jeune. Moi, j'étais plutôt guidé par l'ingénierie, la conception d'objets, etc. C'était ça qui m'attirait. Et du coup, j'ai fait plutôt mes études là-dedans et je suis arrivé dans l'entreprise de mon père, un peu par hasard, parce que j'avais besoin d'un stage. Et il avait un projet d'industrialiser une étape dans son process et je dis ok, je peux m'en occuper et ça s'est hyper bien passé. L'alchimie entre nous deux, on pourrait se penser que travailler avec ses parents c'est particulier. Ça peut être difficile. Et moi, en l'occurrence, avec mon père, c'est très très bien passé. Ce qui a fait qu'on a travaillé ensemble et c'est comme ça que je suis rentré dans le monde du cuir. Donc je suis passé par une école d'ingénieur, en parallèle avec le fait que je travaille avec mon père, j'ai fait ça en alternance. Et du coup, voilà, j'ai développé un peu la passion pour, dans un premier temps, l'équitation, mais le métier du cuir et l'industrie. Je découvrais le milieu professionnel. Et en même temps, mon boulot d'ingénieur, où j'étais plus en mode gestion de projet, découverte de nouvelles façons de faire, de nouvelles façons de produire, c'est ça qui m'intéressait. Donc voilà un petit peu d'où je viens. Je suis d'abord plutôt issu de l'ingénierie et après je suis devenu un petit peu amoureux de la maroquinerie, de la création, de la sellerie, du monde du cuir, etc. Et qu'est-ce qui te plaît dans cet univers-là? Parce que du coup, ingénieur et la maroquinerie, Maroquinerie, ouais. c'est assez différent ou tu vois des similitudes Alors, en fait, ce qui m'a plu, c'est que c'est un milieu très artisanal. Surtout la sellerie, c'est fait de manière très artisanale, la maroquinerie aussi. Et en fait, l'utilité qu'on a en étant ingénieur, plutôt dans la conception et dans la réalisation d'objets, on se concentre pour améliorer ces paramètres-là. En fait, on est très très utile. J'ai vite eu le sentiment d'être utile dans mon boulot. Et ensuite, l'artisanat, j'ai vu ce que ça a demandé, la précision, etc. Enfin, il y a des artisans qui développent de la dextérité. Là où la machine, elle enlève toute la dextérité pour la remplacer par une automatisation. En fait, ce mélange des deux est assez hyper intéressant. Après, il y a tout le milieu de la maroquinerie qui amène un lot de créativité qui est fort aussi. C'est très très créatif comme milieu. Donc, ça veut dire, en fait, tu es rentré dans l'entreprise, mais en fait, tu as gravi en fait, les échelons, tu as vu Exactement. différents secteurs. Alors ça, c'était sur la première entreprise. Ouais. Et après, dans l'autre, on a carrément été jusqu'au bout à recréer une entreprise avec notre philosophie, notre vision. Ouais, parce que pour ma seconde question, j'allais te demander comment vous êtes passé d'un secteur à un autre. La transition, ça s'est fait avec... En fait, j'ai eu la chance dans les expériences professionnelles que j'avais avant de monter notre société, c'était d'avoir touché à plein de secteurs d'activité. Comme D'accord. j'étais très volontaire et je suis plutôt autodidacte, j'aime bien apprendre les choses en faisant. J'aime pas trop apprendre devant les bancs de l'école. Alors même si j'ai fait école d'ingé, je suis pas très bon à l'école. Je suis plutôt bon en faisant les choses. J'ai eu la chance, on m'a donné la chance de faire plein de choses différentes. Et en faisant ça, on comprend le mécanisme d'une entreprise, comment elle fonctionne, et on commence à avoir un regard critique. C'est-à-dire, ok, dans l'entreprise où j'étais, il y a des choses où je n'étais pas forcément d'accord, etc. Et à un moment donné, on se dit, je vais lancer la mienne. Je vais lancer ma boîte. Alors, je ne l'ai pas fait tout seul, j'aurais vraiment pas pu le faire tout seul. J'ai beaucoup d'admiration pour ceux qui lancent leur boîte tout seul. Moi, je l'ai lancé avec mon frère jumeau. On est vraiment très complices. Et lui était plutôt un homme très métier, donc vraiment un faiseur. Et moi, j'étais plutôt un gestionnaire de projet. Et on a eu un super démarrage comme ça parce qu'on était très complémentaires. Et ça a pris... Du coup, la transition, elle a pris combien de temps à peu près?
Ça n'a pas été difficile de passer d'une niche à une autre parce que Si, du coup, c'est difficile de... Aujourd'hui, vous faites des sacs. Alors, au tout début même, quand on a lancé la société, on était scellés. Moi, je faisais que des selles. Dans l'entreprise où on faisait que des selles, du matériel d'équitation. Et quand on s'est lancé, en fait, on n'avait pas lancé Hero au tout début. On a lancé un atelier de sous-traitance Ok. qui s'appelait Façon Cuir. Et l'idée était de faire de la sellerie et de la maroquinerie. On voulait toucher au sac à main et à la petite maroquinerie, etc. On n'avait jamais fait de sac à main. Mais on a quand même mis, ok, sellier maroquinier. À la fin, c'est des métiers qui sont très voisins. Et comme à la fin, on aime bien toucher à tout, on s'est dit, bon, ok, on sait faire une selle. Quand on va nous demander de faire un sac, on va faire un sac. Et c'est un peu comme ça. Ça s'est fait assez naturellement. On a eu une petite part d'audace, mais de dire, ok, on va y arriver, quoi. Et puis, les premiers projets sont arrivés et on y est arrivé, quoi. Et ça a pris combien de temps à peu près? Au tout début, on a démarré vraiment en sellerie et après, au bout de 6 mois, on a eu nos premiers. Alors, au tout début, c'était des tout petits clients. On a eu même une très très grande maison de luxe qui est venue nous voir pour des projets très particuliers. Ça nous a permis de toucher aux exigences du luxe, vraiment des exigences très 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 élevées en termes de façon. Alors là, on était vraiment que façonnier, on fabriquait. Du coup, on a eu des expériences vraiment comme ça. Les gens sont venus nous voir. Vous pouvez coudre des éléments les uns avec les autres, faire une forme. C'est ça un sac, hein, c'est coudre des éléments à plat pour en faire une forme en 3D. On a dit oui, on va le faire. Et on a développé l'entreprise comme ça. Et vous n'avez pas eu de doute, parce que là, c'est un nouveau secteur, vous ne connaissez pas forcément, dans le design? Tout le temps des doutes. Dans Hero, enfin, moi personnellement, comme je suis plutôt, alors dans Hero, maintenant je suis plutôt dans la partie développement et dans la partie, on va dire, direction artistique de manière générale, c'est-à-dire je définis les formes qu'il va y avoir, etc. Ce que je dessine, moi ça me plaît, mais est-ce que ça va plaire à mes clients? Ben, j'en sais rien, j'espère. Donc je doute souvent, et ce qui est bien, c'est que douter, ça me fait bosser, ça me fait jeter, je refais, etc. etc. Donc c'est toi qui fais les designs de... Ouais. Aujourd'hui, c'est moi qui fais les designs dans ma position dans la boîte, c'est moi qui m'occupe des designs des produits. Donc la quasi-totalité des produits qu'on vend aujourd'hui, je les ai dessinés. L'avantage, c'est qu'on bosse en famille, donc on est avec mon frère, avec ma sœur et avec mon père. On participe tous à la gestion de l'entreprise. De manière générale, on s'est un peu délégué des secteurs, donc moi le design, mais par contre on collabore tous, c'est-à-dire que je vais dessiner des choses, je ne décide pas de manière unanime à dire ok, on lance ça quoi. On va forcément beaucoup échanger. Moi, j'aime pas, ça c'est trop dur ce que tu nous demandes de faire. Enfin, avec mon frère, on a beaucoup d'échanges parce que lui et l'homme métier, c'est celui qui va les faire. On a beaucoup d'échanges. Je fais des versions. Moi, nous, on aime celle-ci, on n'aime pas celle-là, etc., etc. Mais l'idée de base vient plutôt de moi. Et ensuite, on peaufine tout ça ensemble. C'est un vrai travail de groupe. Et comment, du coup, ton père, il a pris justement ce changement de direction? Alors, est-ce que c'est un changement total ou vous gardez quand même toujours... Comment ça s'est fait? C'était... Nous, on a créé la boîte avec mon frère. Mon père bossait toujours pour la boîte qu'il avait vendue. D'accord. On bossait toujours pour... On a bossé pendant un temps quand il l'a vendu. Il y a une passade de session. Et on a bossé pendant cette session avec le repreneur. C'est très bien passé. Et lui a continué. Il n'a pas voulu nous suivre au tout début dans l'aventure. Forcément, lui, il avait déjà fait son bout de chemin. Et il s'est dit, ok, je ne me vois pas refaire depuis le début. Et après, au bout de 2 ans, naturellement, ma sœur est revenue. Elle a fait une crise de conscience. Elle bossait pour un gros groupe de construction immobilière. Elle bossait à l'étranger. Et elle a fait une crise de conscience. Elle a dit, ok, ce que je fais, j'aime pas, je suis pas en phase avec ça. Elle est partie faire un tour du monde. Elle a eu cette chance-là. Et en retour, je lui ai dit, j'ai besoin d'aide, quoi. J'ai besoin d'aide sur la boîte. On lui a dit avec Mathieu. Et ça a commencé comme ça, un petit CDD pour qu'elle nous aide. Finalement, ça a bien matché. Du coup, on a continué ensemble l'aventure. Et mon père, lui, ça s'est fait naturellement. Il est plutôt là comme l'homme métier. En fait, c'est l'homme d'expérience qui va beaucoup nous conseiller. Mais il nous laisse totalement oui, il a des plein années... pouvoir et la décision, on va dire. Mais il est vraiment derrière, hein, il donne son avis. Et il est très moteur dans l'action aussi. C'est un mec qui aime beaucoup faire. Et du coup, il se concentre à faire beaucoup et il nous laisse organiser et gérer. Il est plutôt dans cette position qui est peut-être plus confortable pour lui aujourd'hui qu'avoir la gestion de l'entreprise dans sa globalité, ce qu'il a fait par le passé, quoi. Et c'était quoi le nom de la marque? Alors, elle portait notre nom de famille. La marque de sellerie s'appelle Devoucou. Donc, notre nom de famille. Est-ce que c'est une sorte... Hero, c'est une sorte d'héritage? D'une certaine manière, oui. En fait, l'idée, c'est que sans ce qu'il nous a légué, l'opportunité qu'on a eue d'apprendre un métier, parce qu'à la fin, c'est là où on a appris un métier, en fait. C'est ça qui nous a permis de monter une société, on a amené une valeur ajoutée, c'est un métier. Et l'héritage, c'est qu'il nous l'a transmise. Il nous a pas transmis une société, il nous a transmis plutôt une vision de voir les choses, c'est-à-dire que je pense qu'on est entrepreneur parce qu'il a été entrepreneur. On a eu un exemple tout le temps, en fait.
de beaucoup travailler, de beaucoup s'investir dans son travail, etc. Et un petit peu, je pense comme beaucoup, on a imité, quoi. On a imité, nos parents, on a beaucoup travaillé, on a beaucoup investi dans le travail parce que c'est une des clés pour réussir dans la vie et avoir un certain niveau de confort, etc. Et c'est ce qui a fait qu'on est devenu patron d'une société. Ouais, c'est clairement une forme d'héritage et dans le savoir-faire et dans la façon de mener sa vie aussi, quoi. On bosse beaucoup, beaucoup. Un petit peu comme ce qu'il nous a montré lui quand on était jeune, c'est qu'il bossait beaucoup, beaucoup. Il était un peu moins présent et pas des choses qu'on a reprochées forcément, mais c'est un fait qu'on est patron, on consacre beaucoup de temps à son entreprise et ça nous a montré qu'on pouvait vivre comme ça. Enfin, on a vécu un peu, on vit aujourd'hui un peu comme lui l'a vécu quand il avait 30 ans, quoi. On sent vraiment qu'il y a beaucoup de passion parce que du coup, que ce soit ton frère jumeau, ta sœur, vous êtes tous retrouvés en fait autour d'un projet commun. Comment chacun arrive à trouver du sens dans ce projet-là? Alors, au début, c'était pas facile. Je sais qu'on a même fait quelques ateliers avec des gens spécialisés là-dedans pour qu'on ait l'idée du rêve partagé, de se dire, ok, est-ce qu'on voit les choses de la même manière? En plus, c'était dans une phase où la première activité qu'on avait de sous-traitance prenait une voie plutôt à s'étendre. On a commencé à 2 dans un garage. Ma sœur nous a rejoints, on était 6-7. Et après, on est arrivé jusqu'à 45. Donc, il y a eu une accélération assez rapide. En 4 ans, il y a eu une accélération assez rapide. C'est ce qu'on avait tous envie de ça, quoi. Donc, on a dû apprendre à savoir ce que voulait l'autre. Et surtout, à bien se donner des terrains d'expression. Grosso modo, on s'est un peu délégué une partie de la société pour que chacun puisse s'exprimer. Et il n'y a pas de pyramide chez nous. C'est linéaire. En haut, c'est un groupe. C'est un petit groupe qui dirige. Non, ça s'est fait assez naturellement, sachant que alors moi, avec mon frère, je suis très très complice, c'est mon jumeau, donc forcément, moi, ça s'est fait très naturellement comme beaucoup de choses. Avec ma sœur, c'était pas gagné. C'était un peu comme avec mon père, parce qu'on n'a jamais travaillé ensemble. Elle était partie à l'étranger pendant longtemps, donc on n'a pas perdu de vue, mais on était quand même moins proches. Et non, ça s'est fait très très bien. Très très bien. Chacun a amené sa pierre à l'édifice. On a tous des compétences plutôt complémentaires, ouais. Et du coup, ça se fait facilement. Et ça me fait penser que les débuts, tu parlais du coup que la croissance a été assez rapide. Ouais. Comment est-ce que vous êtes pris en fait pour avoir cette belle croissance? Parce qu'en soi, vous rentrez dans un secteur dans un domaine nouveau, en plus les trois, donc il faut trouver un rêve commun. Et ensuite, comment s'est passé du coup le fait de vous faire connaître? En plus, il y a des grosses marques. Dans la sous-traitance, c'était c'est comme une phase de commerce. Il y a un peu les deux côtés. Il y a des gens qui cherchent des façonniers parce que c'est pas non plus, on n'en trouve pas en bas. Et nous, on façonnait, on cherchait des clients. Donc des fois, ça se rencontre, quoi, ça se croise. Du coup, on découvre des clients. Tous les projets ne se sont pas tout le temps bien passés. Des fois, ça s'est mal passé. Des fois, plus souvent, ça s'est bien passé, ce qui a permis qu'on a grandi. Puis ça s'est fait assez naturellement sur cette partie-là. Des fois, les murs, ils tremblaient à la fin. L'avantage et l'inconvénient d'être entre frères et sœurs, dans la même famille, c'est qu'on se dit les choses. Et des fois, on ne met pas forcément les formes. Les formes, elles ne sont pas là. Donc des fois, les murs, ils tremblent. Je ne veux pas vous dire que c'était toujours parfait, mais il y a quand même beaucoup, beaucoup plus de bien que de moins bien, quoi. Et René au Pays Basque. Ouais. Et pourquoi avoir décidé de le lancer au Pays Basque? Parce qu'en soi, vous auriez pu le délocaliser ailleurs. Par exemple, aller à Paris, qui est la ville un peu de la mode. En fait, il y avait le processus de création d'Hero, il a été assez long. Et je veux dire, pour notre part, il était complet dans ce qu'on voulait pour le processus d'une création d'une marque. On a d'abord créé l'atelier sous-traitance, du coup, on avait des clients. Et à un moment donné, on s'est dit, mais pourquoi on ne serait pas notre propre producteur et qu'on soit notre propre client, du coup. Donc on se dit, une marque, c'est bien parce que à la fin, les clients, ils veulent faire l'objet comme ci, comme ça. Des fois, on se dit, putain, ce serait con, il serait peut-être un peu mieux comme ci, comme ça. On n'a pas la main libre sur plein de choses. On est façonnier, on répond à ce que demande notre client. Et là, on s'est dit, ce serait bien qu'on soit notre propre client. Ok, il faut créer une image de marque, des valeurs, etc. Alors là, on s'est fait accompagner par un studio qui a fait un travail qui était remarquable, en tout cas qui était vraiment nécessaire et ça s'est très, très bien passé. Ça s'appelle La Racine à Paris. Elles nous ont accompagnés à créer une plateforme de marque. Et du coup, dans ce travail, le première déjà question qu'on s'était dit, c'est est-ce que vraiment le monde a besoin d'une nouvelle marque de maroquinerie et de sellerie? Clairement non. Aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'une nouvelle marque de maroquinerie, quoi. Alors, de ce postulat, on se dit, est-ce qu'on crée une marque, quoi? Alors, on s'est fait aussi d'un autre atelier, d'un autre bureau qui est spécialisé dans l'impact environnemental des choses, de manière générale. Et on a travaillé avec lui, c'est quoi l'impact environnemental d'un sac à main, quoi? Aujourd'hui, comment ça se passe? Et il nous a dépeint tout un tableau. Il nous a dit, OK, un sac à main, aujourd'hui, c'est ça. Pour mieux faire, il faut s'attaquer à ces secteurs-là. Et on s'est dit, mais quitte à faire un sac à main, quitte à faire une marque aujourd'hui, là où il y a un avantage,
c'est qu'autant quelqu'un qui vient consommer chez nous, et on va avoir la volonté de le faire du mieux qu'on peut, plutôt que d'aller consommer des articles qui respectent pas plein de choses, quoi. Donc on s'était dit, à la fin, si on est très très regardant sur la consommation, on est très peu consommateurs, ma soeur, mon frère, on est des faibles consommateurs. Enfin, attention, l'environnement c'est un enjeu fort chez nous. Là où on pourrait gagner avec cette marque, du sens, c'est que s'ils consomment un produit chez nous, ils ne consomment peut-être pas dans un endroit qui ne le fait pas bien, quoi. Ou en tout cas devenir acteur d'une autre façon de faire. Donc on s'est dit, ok, du coup on va créer cette marque autour d'une nouvelle façon de faire, quoi. Vraiment une nouvelle façon de faire. Le Pays Basque, c'était... et du coup, comment ça arrive au Pays Basque? Naturellement, on avait l'atelier sous-traitance au Pays Basque. Nous, on a grandi là-bas. L'un des avantages et des inconvénients d'un Basque, c'est que, comme il est certainement dans la plus belle région de France, mais il a du mal à en partir. Donc non, c'était assez naturel pour nous. Et voilà, on voulait... on avait notre atelier qui était là, on ne voulait pas aller se délocaliser ailleurs, même si oui, c'est clair que, on va dire, la mode se passe plutôt à Paris qu'ailleurs en France, par exemple. Mais le Pays Basque, c'est parce que c'est chez nous, quoi. C'est en mettre notre boulot à l'endroit où on veut vivre. Ouais, je vois. Donc l'idée pour vous, en fait, c'était de venir vous positionner comme une alternative à des produits qui ne respecteraient pas forcément certaines règles, notamment un peu plus du local. C'est un sujet qui est très 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 vaste pour le coup, mais dans l'idée, on s'était dit, ok, aujourd'hui, un sac à main, son impact, comment il est catégorisé, les gros enjeux, ça va être, d'abord, c'est la matière première, le cuir. Alors, c'est très très décrié, le cuir, il peut y avoir beaucoup de problématiques avec le cuir. Aujourd'hui, ça reste encore, en tout cas le cuir de bovin, de chèvre et d'agneau, ça reste un déchet. C'est-à-dire qu'aucune de ces bêtes-là sont tuées pour leur peau, mais pour leur viande ou pour le lait. Donc en fait, la filière, elle génère ces déchets-là. Aujourd'hui, on se voit plutôt comme un recycleur de déchets. Si demain ça devait changer, forcément, notre prisme de marque il va changer quand même. On va se dire, ok, on ne va pas tuer un animal pour faire notre sac à main, par exemple. Nous, on est la résultante, on prend la peau. Donc cette partie. Après, il y a comment on fait le cuir. Le cuir, à la fin, il est tanné. Aujourd'hui, il y a des cuirs qui sont labellisés, c'est-à-dire qui ont un degré plus ou moins impactant sur la planète dans l'énergie qu'il faut pour le réaliser, le nombre de litres d'eau, les produits chimiques qu'on utilise. Donc forcément, ce choix de matière première était hyper important pour nous. La localisation, le transport, c'est un impact fort. Où est-ce que c'est produit? Alors, dans tous les transports, il y a la production, les acheminements entre les pièces, etc. Donc on s'est dit, ok, on va tout raisonner assez local. Un exemple, par exemple, le tanneur. Il y a un des tanneurs, on travaille avec plusieurs tanneries, mais un des tanneurs qui est en Espagne, lui, toutes les bêtes viennent à 100 km autour de la tannerie. Il est au milieu d'une grosse filière bovine, et du coup, il fait ça. Donc, nous, c'est des intérêts, on se dit, ok, ça a du sens, quoi. Le mec qui fait autour de chez lui, ok, on va consommer. C'est évite des gros trajets qui, notamment, puis, après, il y a un autre paramètre, c'est le service. Aujourd'hui, pour le coup, on s'était dit, on va réparer les choses. Parce qu'on pense que c'est la consommation de demain aussi, c'est d'avoir un objet et de l'entretenir et de le réparer, d'en prendre soin, enfin, tout un tas de paramètres qui disent, ok, il faut arrêter d'acheter pour acheter, quoi. Dès que c'est cassé, il faut plutôt essayer de réparer. Et pour essayer de réparer, moi j'aimerais bien réparer toutes les choses. On ne me donne pas trop l'opportunité de réparer, quoi. On s'est dit avec Hero, on va réparer les objets. Du coup, on répare, on a quelques anecdotes, grande marque de luxe, on nous ramène un sac chez nous, on dit vous pouvez réparer ça, mais allez les voir, ils sont juste à côté. Ah mais eux, ils veulent pas, ou ça prend... Et on s'est dit, ok, on va amener un service quand même, parce qu'à la fin, le service, c'est important. Et après, il y a tout l'enjeu social. Dans une marque, aujourd'hui, il faut le produire, l'objet. Le produire à l'autre bout du monde, pour nous, ça n'avait pas de sens. On voulait le produire avec des gens qu'on côtoie tous les jours. Et dans la façon de produire, aujourd'hui, on pourrait s'imaginer linéariser un peu les productions, se dire, tu fais cette étape, parce que si tu l'as fait, tu vas aller très vite sur cette étape, tu vas le faire, tu vas le répéter, etc. Très honnêtement, c'est difficile aujourd'hui de dire à un Français, tu vas produire à la chaîne, quoi. Ok, moi je vais pas me projeter là-dedans. Par contre, dans l'idée, c'est de dire, tu vas faire tout l'objet, tu vas devenir artisan. Par contre, on va être exigeant avec toi, tu vas devoir le faire assez vite parce qu'on est quand même lié à un prix de revient, un prix de marché, etc. Donc, c'est jouer avec tous ces paramètres-là pour dire, ok, on va essayer de le faire différemment. De faire que socialement, les gens ils se disent, chez vous, c'est cool, on s'épanouit, quoi. Aujourd'hui, du coup, vous venez vous installer à Bordeaux. Pourquoi avoir choisi Bordeaux? Est-ce que c'est toujours en lien du coup avec par rapport à la distance? Parce qu'encore une fois, je relance là-dessus, Paris. Forcément. J'aurais dans les gros clichés, ça a beaucoup de lien avec la distance.
En fait, dans le développement stratégique de la marque, on avait essayé plein de choses. On s'était dit, OK, pourquoi pas le digital, pourquoi pas le B2B, etc. Celle qui s'est révélée être pour nous la meilleure stratégie, celle qu'on pense la plus pérenne pour l'avenir, c'est de faire du B2C. Donc soit en digital, soit en physique. Et celle où on est le plus familier, nous, c'est de dire, on ouvre un beau point de vente, on essaie de révéler l'image de marque à travers le point de vente et on met les produits au milieu. Et normalement, on met un vendeur qualifié qui va pouvoir expliquer tout ce que je suis en train de vous dire. Et normalement, ça va matcher. Donc c'est à ça qu'on croit. On se dit, OK, on va développer un réseau de boutiques plutôt. Alors on va aussi développer le digital, mais on s'était dit pour le réseau de boutiques en prioritaire. Et du coup, Bordeaux, alors on a la boutique, on a une première boutique à Bayonne, ça se passe très bien. Il y a le côté l'escargot, quoi. Donc on va aller un peu plus loin. Et Bordeaux, c'est un double enjeu. C'est pas si loin que ça de chez nous. On a 2 heures de train. Donc c'est assez facile pour l'acheminement des pièces, etc. C'est plutôt simple. Et après, Bordeaux, c'est une grande ville, quoi. C'est un autre challenge. C'est de dire, est-ce qu'on va convaincre les gens de grandes villes où il y a toutes les marques qui sont déjà installées avec beaucoup de notoriété, etc. C'est le deuxième challenge. Il y a beaucoup de concurrence, beaucoup plus qu'au Pays Basque. Par contre, il y a beaucoup plus de demandes. Et il faut convaincre. Et donc, du coup, c'est un deuxième challenge. Et d'ailleurs, on peut vous retrouver où vous êtes situé exactement? Où est-ce que vous êtes situé exactement sur Bordeaux? Alors, on est rue du Temple. On est juste à côté de Courlandin, Suisse, rue du Temple, qui est une rue apparemment assez connue à Bordeaux. Alors, moi, j'ai fait mes études à Bordeaux. Je ne connaissais pas rue du Temple, mais c'était il y a longtemps. Et donc, voilà, Bordeaux, ça s'est décidé de manière assez naturelle. Et puis, il y a un gros bassin d'équitants. D'équitation. Et en fait, naturellement, on monte jusqu'à Bordeaux pour vendre les selles, parce que les selles, ça se vend sur mesure. On va se déplacer dans les centres équestres, voir les clients avec leur cheval. Du coup, ça nous permet de graviter, d'avoir un point de vente autour du milieu où on vend nos selles, en fait. Donc, du coup, vous avez quand même gardé les selles dans... Ouais. Héros, c'est lié maroquinier. C'est vraiment, on a les deux métiers qui gravitent. Dans notre atelier, il y a un poste où il y a des selles qui se font à côté, il peut y avoir des sacs à main ou à côté des porte-cartes, quoi. C'était important pour vous de garder cet héritage-là? C'est primordial. C'est notre métier de base. C'est un métier qui est très très rare en France aujourd'hui. Le nombre de marques qui font leur selle en France aujourd'hui. C'est un pays, très. Il y a beaucoup d'équitation en France. Je crois que c'est 3e ou 4e fédération sportive. Il y a beaucoup de marques très prestigieuses qui viennent de France, c'est-à-dire que dans le marché mondial de l'équitation, il y a beaucoup de marques françaises qui sont très très influentes et très importantes dans le marché de l'équitation. Donc on a un gros bassin. Mais par contre, il n'y en a plus beaucoup qui font l'intégralité de leurs produits en France, quoi. Et nous, on veut garder ce savoir-faire, quoi. C'est vraiment hyper important pour nous de le garder. C'est nos origines, je sais pas, c'est naturel, quoi. Pareil, c'est du bon sens, quoi. Comment aujourd'hui vous arrivez à vous démarquer? Tout à l'heure, comme toi-même tu l'as dit, pas mal de marques qui existent déjà. Sur quel élément, toi aussi, tu gères la partie communication, comment est-ce que vous faites pour vous démarquer aujourd'hui par rapport à la proposition qu'il y a déjà sur le marché? Alors, c'est sûr qu'à Bordeaux, c'est encore plus flagrant. Il faut sortir du lot. À la fin, il y a des marques qui ont beaucoup de notoriété. Et aujourd'hui, la notoriété, c'est un des éléments de réussite d'une marque aujourd'hui. Avant, c'était peut-être il y a 30 ou 40 ans, c'était peut-être le produit, l'élément de réussite d'une marque. Parce qu'on avait un bon produit, ça allait se vendre. Aujourd'hui, c'est parce qu'on a une bonne image qu'on va se vendre. L'image, ça se travaille, ça prend du temps, ça coûte beaucoup d'argent. Donc nous, on n'a pas encore ça. On n'a pas la notoriété. Donc on s'est dit, il faut la développer. Comment on va faire? On est quand même différent dans les marques, dans l'approche que j'ai décrit un petit peu avant. C'est-à-dire l'approche de la vision très RSE de notre marque, le service qu'on y amène, la flexibilité qu'on peut avoir. On fait des sacs, les personnes des fois viennent, nous disent « Ok, je veux ce sac, mais un peu de cette couleur, un peu de cette couleur. » Et on dit oui à chaque fois. On se dit on a des bouts de cuir de ces couleurs-là, on sait faire ce sac, on va le faire, quoi. Donc toute la notion de service et de flexibilité, je pense, c'est clé pour notre développement. En étant tout petit, pour avoir un peu plus de notoriété, déjà ça prend du temps, il faut accepter, il faut être un peu patient, ça prend du temps. Mais il faut être très flexible et être très au service des gens. Donc l'un de vos points forts, on va dire, c'est surtout l'accompagnement que vous proposez à vos clients, quoi. Et après, alors pour ceux qui en seront sensibles, on n'est pas une marque très connue, donc des fois ça peut avoir un avantage d'être une marque un peu niche. Mais pour ceux pour qui c'est un gros impact, le RSE, chez nous, on essaie d'être totalement transparent sur ce qu'on fait, comment on le fait, et on essaie de le faire bien. Alors est-ce qu'on le fait mieux que les autres? Pas que tout le monde, c'est sûr, mais on essaie quand même d'être dans la catégorie des gens qui le font le mieux possible. Chez Héros, vous parlez de lier le beau et l'éthique. Comment cette promesse se traduit-elle dans vos actions? Alors c'est un peu prétentieux, beau, on va dire que beau pour nous en tout cas. Nous on met un produit, on développe un produit, on le met sur le marché quand nous on pense qu'il est beau. Après on sait qu'on convaincra jamais tout le monde, c'est comme ça. Et l'éthique c'est pareil, c'est tout ce que j'avais déjà
déjà un peu dit avant, c'est qu'à la fin, pour produire un sac, on a l'exemple Chine qui fait parler beaucoup de gens en ce moment. Ben, Chine, voilà, ça le fait pas bien. Je pense qu'il y a des meilleures façons de faire. Nous, on a pris, on va dire, dans la version maroquinerie, création d'une entreprise, on a pris la version difficile, la version fabriquée en France, manière assez éthique, attention aux déchets, attention à plein de choses. Il faut faire gaffe à tous ces paramètres-là, quoi. L'humain prioritaire. Prioritaire, l'humain. Et c'est bien que tu parles de ça. Comment est-ce que vous gérez du coup la croissance du côté commercial et la préservation de votre ADN? Certaines marques, des fois, plus elles deviennent grandes, elles grossissent, il y a une équipe qui rentre, ainsi de suite. Plus des fois, on peut avoir l'impression que l'ADN de la marque, pour faire plus de marge, plus de bénéfices. Comment est-ce que vous gérez? Il y a les sirènes du bénéfice, parce que je n'avais pas fabriqué en Tunisie et ça coûte moins cher et je fais plus de marge et je fais plus d'images, etc., etc. Je sais pas, on n'aime pas faire comme ça. On est très échelle humaine, on regarde, je vois pas plus loin que 200 mètres, quoi. À 200 mètres, je vois pas plus loin. Enfin, non, nous, on se dit que déjà, on n'est pas dans ces phases de croissance. On n'est pas en train de se dire qu'on est en train d'avoir une demande pléthorique et qu'on doit trouver des solutions, d'externaliser, etc. Quand ça arrivera, on se posera des questions. Est-ce que créer le phénomène de rareté, dire ben non, on ne sait pas produire plus de, je sais pas, 15 000 pièces cette année, ben on ne produira que 15 000 pièces, c'est comme ça. Et puis peut-être l'année prochaine, on arrivera à en produire 17 000 si on arrive à former des gens, qu'il y a des gens qui veulent bosser pour nous, etc. Mais aujourd'hui, la question ne s'est pas posée. Quand on était en sous-traitance, on est monté très très vite de 2 à 45. Donc à la fin, on sait le faire. Maintenant, on a développé cette expérience-là. On sait former des gens. Pour l'instant, le problème ne se pose pas. Garder l'identité, c'est primordial. Donc dans notre façon de faire, il ne faut pas qu'on change. Donc il faudra qu'on fasse attention. En tout cas, j'espère qu'on ne sera pas happé par les sirènes de l'argent plus facile. Toujours garder notre schéma éthique. Qu'est-ce que vous voulez que vos clients ressentent lorsqu'ils achètent vos produits? Notamment, j'ai parlé des sacs. J'aimerais qu'ils l'achètent parce que de prime abord, il plaît, il est fonctionnel pour eux, il répond à leur attente. Donc déjà, en termes de produit, il correspond. Et après, est-ce que avec cette image-là, que le message que je suis en train de diffuser là, il leur parle, ils disent « Ok, j'aurais pu consommer à côté ». Là, ça m'a l'air plus honnête, ça m'a l'air plus transparent. Et puis, la fameuse relation, comme nous, on veut créer du service, c'est-à-dire que notre sac, il va avoir des problèmes. Au bout de 5 ans, il sera peut-être utilisé à des endroits, il faudra le réparer. J'aimerais qu'ils créent une relation, quoi. C'est qu'on soit de leur maroquinerie, quoi. J'ai un problème sur mon sac, il me faut un bout de cuir, il faut recoudre, je sais coudre, j'ai des bouts de cuir, je vais te le faire, quoi. Donc garder un vrai lien. Ouais, vraiment, j'aimerais qu'ils se disent c'est une maison qui est pas mal, j'ai bien aimé. Et je vais garder le lien, quoi. Le produit, je sais où ils sont, je passerai voir de temps en temps. Et si j'ai un problème sur un sac, qui crée un lien, quoi. J'aimerais bien que les gens se disent je vais me créer un lien. Un peu comme on se disait avant. Avant, on avait notre cordonnier. Que les gens se disent c'est bon, j'ai mes maroquiniers. Je sais, même si je veux pas qu'ils achètent tous les sacs chez moi. Il y en aura peut-être d'autres. Il y a plein de jolis sacs qui se font. Il y a plein de belles marques, etc. Mais s'ils ont un service que la marque ne peut pas leur rendre, qu'ils pensent à venir nous voir. Peut-être qu'on pourra pas, mais si on peut, on le fera. Et comment ça se passe lorsqu'on vient chez Hero dans l'une par exemple de vos boutiques, notamment à Bordeaux? Est-ce que tous les clients qui viennent, ils rentrent par curiosité ou est-ce qu'ils ont déjà en tête ce qu'ils veulent ou est-ce que vous les orientez par rapport à leur... De manière générale, il y a un peu tout. Il y a des gens qui trouvent la vitrine sympa, je vais rentrer, je ne connais pas. On m'en a parlé, je vais rentrer. Il y a des gens qui rentrent avec un besoin, j'ai besoin de ci, vous avez... Donc on a forcément un peu de tout. Après, dans ce qu'on va proposer là, dans les prochains mois, en tout début d'année à Bordeaux, certainement dans le premier trimestre, là on est en train de voir pour aménager le sous-sol de la boutique. C'est un sous-sol qui est exploitable et de faire ce qu'on fait chez nous aux Pays-Bas, c'est qu'on propose des ateliers, que les gens mettent le tablier, deviennent artisans pendant 3-4 heures avec nous et qu'ils fassent un objet avec nous. Ils font un porte-carte et ils suivent nos process avec notre exigence. Mine de rien, c'est pas la notre exigence, c'est la vôtre de consommateur. Vous êtes très exigeant sur certains points, mais ils le touchent du doigt. Les exigences, les teintures de tranches 2-3 fois, les piqûres sans défaut, etc. Plein de petites choses. En réalisant cet objet, ils découvrent ce que c'est qu'être maroquinier. Donc donner la possibilité à des clients de découvrir. On pourra faire un petit objet. Okay. On va créer des ateliers. C'est des séquences de 3-4 heures où vraiment on enfile. On a un groupe de 4 à 6 personnes
grosso modo. Et il y a le choix des cuirs, et ensuite on passe par toutes les premières étapes, on touche aux machines, on les règle, etc. Et on voit tous les petits détails qu'on fait sur un simple porte-carte, par exemple. Il y a plein de petits détails qui font que l'objet il est comme il est à la fin. Et c'est très très pédagogique. Les gens ils disent ok, alors il y a une grosse phase de stress, la machine à coudre et tout, parce que bon, en cuir qu'on coud à côté, on jette quoi. En couture textile, bon, on peut des fois rattraper, etc. En cuir, on jette. Et les gens ne veulent pas se tromper, donc ils sont très stressés parce que c'est une grosse machine. Enfin, et c'est hyper intéressant de voir. Alors, les gens sont souvent très très satisfaits. C'est assez plaisant d'ailleurs de voir ça, qu'ils ont bossé. Ils nous ont payés pour bosser, et ils en sortent hyper satisfaits parce que c'est assez rare aujourd'hui de faire un objet de ses propres mains. Nous, on le fait tous les jours, mais pour plein de gens, c'est assez rare. Et ils se disent ok, putain, j'ai mis 3-4 heures, c'était hyper stressant. Pour faire un petit porte-carte, des fois ils voient le gros bagage à côté ou la grosse selle et ils se disent ah ouais mais c'est un vrai métier quoi. Ouais. Et ça a initié des vocations. Il y a des gens qui étaient un peu perdus, qui se disent trop de sens dans leur métier. On a vraiment des gens qui sont venus faire, parce qu'on fait des formations aussi, on travaille avec un organisme qui s'occupe de faire des formations et nous on fait une formation pour devenir maroquinier ou sellier. Et il y a des gens qui sont inscrits à la formation après en disant c'est ça que je veux faire quoi. J'aime plus mon bureau. Voilà, mon espace bureautique, etc. Ça n'a plus trop de sens ce que je fais de la paperasse, j'aime pas ça. Je veux devenir maroquinier, quoi. Donc on a initié quelques vocations en faisant ça, quoi. Et comment, du coup, vous gérez vos déchets? Parce que tout à l'heure, bon, je rebondis dessus. Quand on fait un produit, forcément, il y a la matière qu'on ne va pas exploiter. Est-ce que vous les réutilisez? Est-ce que vous les transformez? Est-ce que vous les gardez, par exemple, pour notamment des ateliers pour que les gens puissent s'entraîner? Dans les déchets, déjà, on essaie d'en générer le moins possible parce que ça a deux intérêts, le rapport économique et le rapport écologique. Économique dans le sens où forcément, moins je fais de déchets, c'est-à-dire plus j'ai optimisé mon cuir, donc meilleur est mon prix de revient. Et écologique, c'est moins j'en jette et moins à la fin je participe à. Donc c'est les deux E. Après, c'est dans la conception de l'objet, dans notre philosophie. Un cuir, quand on l'étale, c'est pas parfait. Au-delà des cicatrices et des défauts, les cicatrices et les défauts, on essaie de les éviter, c'est sûr. Mais il y a des zones qui sont plus ou moins flancheuses, des zones qui sont plus ou moins extensibles, etc. Il y a des très très belles parties, des moins belles. Et bien on se dit, ok, la belle partie c'est pour les pièces extérieures et les moins belles à l'intérieur, les poches, les trucs, l'intérieur du sac. Et donc forcément, déjà dans ce choix volontaire de se dire ok, ces pièces-là c'est ici dans la peau, ces pièces-là c'est ici, c'est important pour nous pour optimiser le déchet. Et ensuite il y a la collection, il faut penser à des petites pièces, il faut penser à des petits objets, à des gros objets. C'est un peu comme ça qu'on imagine, on essaie de refaire venir des couleurs parce qu'à la fin c'est les fins de stock, comment on fait pour les fins de stock. Tout est vraiment organisé de sorte à vraiment... Un enjeu de société. Mais tous ceux qui travaillent le cuir, c'est un enjeu primordial, on va dire, c'est la gestion du déchet. C'est un tel impact économique. Alors forcément, il y a un impact écologique aussi, qui a un énorme impact. Mais on essaie de faire très attention à nos déchets, de jeter que des ficelles de cuir. Même si on ne jette pas tout le temps des ficelles de cuir, mais bon, c'est un gros intérêt pour nous. Et comment vous faites pour innover et toujours être à la page? Bon, est-ce que vous essayez d'être à la page dans la proposition de vos designs ou vous essayez de pas forcément toujours suivre les codes? La mode a un rythme. Déjà, on n'a pas réussi encore à se caler sur un rythme de la mode parce que là, ils sont tous déjà en train de travailler sur la collection de l'hiver prochain, etc. Ok, moi, je suis pas du tout là. Je sais même pas encore les modèles que je vais proposer cet été. Donc, on n'est pas encore dans ce rythme-là d'avoir beaucoup d'avance parce que je sais pas, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Est-ce qu'on veut y arriver? Je sais pas. Aujourd'hui, on n'y arrive pas, mais on continue et on vit très bien comme ça. La mode, ça a forcément un impact. La mode, c'est pas que négatif. Alors, une source de créativité qui est énorme, qui se remet toujours en question, etc. Donc il y a des très très bons côtés à la mode. Il y en a des moins bons, toujours changer pour toujours changer. Bon, des fois, on se dit notre modèle il fonctionne bien, on le garde un peu plus, quoi. On va pas forcément changer pour changer. Donc on essaie de se nourrir quand même des tendances, parce qu'à la fin il faut que ça réponde à un marché, surtout quand on arrive à un marché de Bordeaux, qui lui est plutôt être irrigué par la tendance de ce qui se fait dans les couleurs et dans les formes. Mais on essaie de garder quand même une identité. Pas être forcément à contre-courant, mais si on doit l'être parce qu'on veut le faire, on le fera. Ouais. Et que pensent vos clients dans ce cas-là? Au moins c'est singulier. Quand on parlait de se démarcher, ok, notre design il est singulier, il va plaire, il va pas plaire. Il y a des modèles qui sont même très ambivalents. Des modèles qui vont dire moi j'aime ou j'aime pas. Vraiment, il y a des modèles qu'on a qui disent, il y a des clients qui disent moi j'aime pas du tout celui-là. Il y en a j'adore celui-là. Ok, c'est comme ça. On ne plaît pas à tout le monde, même de nos clients. Les gens ils aiment deux sacs, mais pas les autres. Donc on accepte. L'idée c'est d'avoir une balance dans ce qu'on crée parce qu'on en amène. Il y a des vrais flops en termes de couleurs, des vrais flops en termes de modèles parce qu'on le voit dans les stades de vente. Ok, ce sac-là il a pas du tout marché, cette couleur-là a pas du tout marché. Ok.
C'est comme ça. Et aujourd'hui, Hero, ça va être pour qui? Est-ce que vous avez un type de client? Ouais, aujourd'hui, quand même. Alors, on est une jeune marque, hein, donc c'est difficile à définir un personnage. Et toujours, on imagine un personnage qui n'est pas forcément celui de la réalité. Là, quand on remet à la réalité, ça a des personnes d'une cinquantaine d'années qui ont un peu de moyens, qui vont être très sensibles au message qu'on passe, la relation à l'artisan, au service, qui sont très sensibles à ça, qui vont moins être happés par la notoriété. Et Ouais. donc ce qu'on leur dit de porter, alors, même si c'est pas vraiment ça, mais il y a quand même des marques qui irriguent fort et on le prend parce que la marque a de la notoriété. En tout cas, le fait qu'il soit de notoriété fait qu'il nous plaît un peu plus. Ben voilà, c'est plutôt cette clientèle-là. Après, on a la chance d'avoir un peu tous les clients. Un peu tout type de client. Mais je dirais que dans nos plus jeunes clients, ça va être la trentaine et on peut avoir des plus vieux clients, 70. On a ce panel-là, plutôt des femmes parce que notre gamme est plutôt féminine, même si on développe un peu de produits hommes, mais j'ai plus de mal à créer des produits pour les hommes que pour les femmes. C'est particulier, mais c'est comme ça. Mais donc oui, la femme de 50 ans qui a un peu de moyens, qui est très sensible à notre message, ça c'est notre client type. Et c'est aujourd'hui, c'est assez révélateur des clients qu'on a chez nous. Est-ce que vous avez des événements au sein de la boutique à Bordeaux ou, enfin, vous avez des choses à venir dans les prochaines semaines, des actions que vous souhaitez mettre? Alors ouais, on a un truc qui va arriver à la fin début du mois de décembre. En fait, on a rencontré, c'est mon père qui l'a rencontré par le biais de l'équitation. Il a rencontré Monsieur Rébulard et sa femme qui ont des attelages, donc c'est une calèche, grosso modo, avec des chevaux. Et ils font des attelages à 4 avec des chevaux magnifiques. Et en discutant, il dit « Mais vous voulez pas qu'on fasse une tournée dans Bordeaux avec un attelage ?» Et on s'est dit « Ouais, banco, on fait ça. » Et du coup, là, en très peu de temps, il y a un attelage on va faire venir, on va inviter des gens à faire un tour de Bordeaux assez unique, hein, parce que ça fait très longtemps aujourd'hui qu'il n'y a plus de calèche à Bordeaux, dans le centre-ville. De faire tout un tour de Bordeaux sur un attelage, vraiment dans une calèche, c'est un truc assez particulier, assez singulier. C'est un truc qu'on va proposer dans pas longtemps c'était plus, on trouvait l'idée hyper cool. On s'était dit « Ouais, c'est cool. » Marier la maroquinerie, Bordeaux, la sellerie. Ouais, L'équitation, c'était dit, c'était un truc sympa. Et voilà, il y a les ateliers sensoriels à la boutique de Bordeaux qui vont arriver en début d'année. Alors il y en a un, c'est événement plutôt pour le fun, pour faire de la com, etc. C'est plutôt assez sympa. Et l'autre, c'est vraiment, on pense vraiment que Bordeaux peut être vraiment intéressé par le fait de faire son propre objet en cuir. Aujourd'hui, comment est-ce que tu définirais Hero? Une personne, je sais pas, tu prends un ascenseur. Et là, tu as une personne à qui tu dois parler de Hero en quelques minutes. Comment est-ce que tu le définirais? Je n'ai pas de pitch tout fait sur Hero, mais je dirais que, pour résumer un peu tout ce qu'on s'est dit, on va dire c'est une marque qui est assez dévouée à son client dans ce qu'il a envie d'en faire, parce que ça vient plutôt de notre genèse de sous-traitant. On est dévoué à satisfaire le client et aussi à ce que son écosystème grandisse bien. On fait attention à ce que le client soit très satisfait dans la finition du produit, la qualité du produit, qu'il le trouve beau, et que les gens qui travaillent avec nous disent « Ok, je suis très content de travailler pour cette marque ». Ouais, ça revient beaucoup dans C'est ton deux argument. éléments très importants. On va des fois se plier en 4 pour arriver à ce que le client soit content et faire des fois des choses. On n'y gagne pas grand-chose parce qu'à la fin, on est à développer une énergie dingue, mais c'est pas grave. Ça, je pense, c'est dans notre ADN. Et que les gens qui bossent avec nous, ils aient envie de bosser avec nous, quoi. J'aurais du mal à travailler avec des gens qui disent « Ouais, celui-là, c'est un con, quoi ». Même si c'est légitime ou pas, mais je veux vraiment que les gens aient une bonne image de la marque. Que ce soit vos clients, que ce soit vos collaborateurs, en fait, c'est hyper important. Les parties prenantes, tous ceux qui travaillent avec nous, qui disent « Ok, c'est des gens bien. Il y a du sens dans ce qu'ils font, c'est cohérent, quoi ». Comment tu vois Hero dans 5 ans? Je sais que tu ne te projettes pas, mais dans un monde tout beau, tout rose, que ce soit sur Bordeaux, que ce soit au Pays Basque, mais comment tu la vois évoluer? C'est difficile, il faut se projeter. Hein. Alors, projeter, on fait forcément l'effort pour tout ce qui est banquier, financier, etc. On est obligé de se projeter, obligé de créer des business plans sur 2-3 ans. C'est à peu près ce qu'on fait. Dans l'idée, Hero, je la vois bien avec une résonance qui restera plutôt nationale. L'international, c'est des pas qui sont assez grands, je ne vois pas là du tout. Mais national et avoir une emprise qui soit assez reconnue dans le monde de l'équitation, où on a encore aussi une très jeune marque, qui soit assez reconnue dans le monde de la maroquinerie, par ses valeurs, qu'on ne change pas notre façon de faire. Dans 5 ans, ce soit toujours la même façon, toujours le même message, mais que par contre, ça ait gagné en notoriété auprès des gens.
Donc à Bordeaux, que ce soit une marque qui soit connue, qui soit acceptée par les Bordelais, et aussi dans les autres villes ou les autres endroits où on s'implantera, parce que l'idée quand même est d'implanter des boutiques un peu partout. Enfin un peu partout. On a commencé par Bordeaux, allez, si ça marche, aller dans un autre endroit et faire en sorte que voilà, ce déploiement il marche. Donc c'est viabiliser ce modèle-là. Dans 5 ans, c'est vraiment ça. Comment tu fais dans ta manière de t'exprimer, on sent vraiment que le relationnel et l'humain sont hyper importants. Comment tu fais du coup pour recruter des personnes, t'entourer de personnes qui vont avoir les mêmes valeurs que toi? Est-ce que tu as des critères? Parce que c'est un élément quand même qui est assez important chez Hero. Donc, comment ça se passe quand tu dois travailler avec quelqu'un et tu gères ça? Parce que forcément, en face de toi, tu ne fais pas toujours avec des personnes qui ont les mêmes valeurs que toi à ce niveau-là. Ouais, alors on leur demande pas d'être nos copies conformes. Voilà, nous c'est notre boîte, forcément on y travaille beaucoup, on ne demande pas aux gens de travailler autant que nous, d'y être investi forcément, d'essayer en tout cas de s'y intéresser, parce que je pense qu'on peut s'intéresser de plein de choses. La maroquinerie c'est très intéressant, donc de s'y intéresser. Après, je pense que comme dans tous les métiers, n'importe où, un salarié quand il arrive, il n'a qu'une envie, quand il découvre une boîte, qu'il est recruté, il n'a qu'une envie, c'est de bien faire son taf. Il y a très peu, il faut mal tirer à la loterie pour avoir le gars qui en a rien à foutre quand il arrive. Personne quand elle arrive chez nous a forcément envie de comprendre ce qu'on attend d'elle et de bien le faire, quoi. Pour dire, ok, les gens ils sont contents de ce que je fais parce que les règles elles sont simples. Donc en gros, c'est essayer de fixer ça, quoi. C'est de leur dire, ok, les règles c'est comme ça, on fonctionne comme ça. Tu comprends exactement c'est quoi ton utilité, c'est quoi tes objectifs. Donc c'est définir ce que tu dois réellement faire. Par contre, on attend des choses en échange. Et normalement, quand ça match, qu'il y a pas mal de communication, on fait jusqu'à 4 entretiens individuels par an, enfin, on communique beaucoup avec les gens, naturellement, les gens ils sont à peu près tous dans le bon mood, quoi. Ils sont à peu près tous, ils sont tous des individuels, ils sont des tempéraments différents, mais par contre, on avait, alors ça s'est plus vu à une autre échelle parce qu'on était un peu plus nombreux dans la sous-traitance, mais on avait vraiment créé un esprit d'entreprise qui était commun, quoi. Tout le monde s'aimait pas, c'était pas tous des robots, ils n'étaient pas tous identiques, mais par contre, ils étaient tous hyper contents de travailler pour l'atelier. Donc on se dit que presque n'importe qui va faire le taf, tant qu'à la fin, il vient juste avec la volonté de faire et d'apprendre, quoi. Est-ce que vous vous définirez comme une marque de luxe? C'est sûr que non. Enfin, luxe, ça reste qu'un mot, ça dépend de ce qu'on voit par luxe. Mais le luxe d'aujourd'hui, pour avoir bossé pour eux, il y a plein de choses qui sont pas conformes à notre ADN. La notion de déchets, ils peuvent jeter beaucoup de cuir parce que c'est pas parfait à tous les endroits. Ils peuvent jeter des sacs parce que au contrôle qualité à la fin, il y a un truc qui est KO. Il y a plein de choses qui sont pas entendables pour nous, ça n'a pas de sens. Par exemple, quand nous on parle on a un contrôle qualité, on essaie d'être exigeant aussi, hein. Mais à la fin on voit un défaut. On va pas se dire on va jeter le sac, on va tout dégommer, quoi. L'artisan il a quand même bossé, il a fait une erreur, ok, ou il y avait une erreur dans le cuir qu'on n'a pas vue. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le déclasser. Et à d'autres occasions, là il y a des Black Friday qui arrivent. Potentiellement, on va mettre tous les seconds choix à ce moment-là et dire ok, ce produit-là, il y a ce défaut-là, est-ce que vous le voulez? Il a, je sais pas, moins 30%, parce qu'il passe pas, initialement, il va pas être vendu de manière normale au même prix qui correspond totalement à nos critères qualité. Mais on va pas jeter, quoi, parce que ce serait pas respecter le boulot qui a déjà été fait, parce que j'aide des fois toute l'équipe en production pour faire, c'est difficile la production. C'est difficile, on demande d'avoir un 18, 19 ou 20 sur 20 à chaque fois, quoi. Et tous les jours, tout le temps, quoi. C'est ça l'exigence, quoi. Donc à la fin, quand on a 15, ça passe pas le contrôle qualité, mais il faut pas faut pas jeter. Trouver une solution, il y a bien quelqu'un que ça va plaire. Très belle valeur, franchement. Mais écoute, vraiment, cet échange était hyper constructif. Je pense que ça va beaucoup plaire aux Bordelais qui vont mieux comprendre la marque et surtout ses valeurs. Est-ce que tu auras un mot de la fin? Je suis très content C'est la première fois que je fais ce genre d'exercice. Là, je l'ai fait dans un média bordelais, justement, parce qu'à la fin, comme on le disait, on a un enjeu. Nous, on a monté une boutique à Bordeaux. Et je voulais m'adresser aux Bordelais. Quand ils voient une devanture, ils ne voient pas forcément ce qu'il y a derrière, l'esprit d'entreprise, etc. J'espère que le message de l'esprit d'entreprise, et en tout cas ce qu'on amène avec la marque Hero à Bordeaux, va être compris par les Bordelais, qui va trouver des gens qui ça va plaire, qui vont venir nous voir, qui vont venir découvrir la boutique. Donc c'est un peu ça l'idée, c'est si en tout cas aux gens qui nous ont écoutés, ce message leur a plu, il faut passer nous voir. Merci beaucoup à toi, Damien. Avec plaisir, merci à vous.